tous sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Donc ça fait 1 an. Après 1 an, j'ai eu pas mal de demandes, enfin beaucoup, quelques demandes et qui me demandaient de refaire des podcasts, etc. Donc avec la pandémie et avec l'activité, toutes les choses que j'ai pu faire à côté, que je peux faire à côté, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais effectivement, il y a eu plein de planètes qui se sont alignées pour refaire des podcasts. Et le sujet des podcasts, pour moi, c'est des free talks, c'est-à-dire de parler de sujets, mais de manière décontractée, comme si c'était une conversation qu'on avait dehors, comme on a pu faire avec Lucie Berthaud, Jean-Marc Sen, Ludovic Parera, des pratiquants d'arts martiaux, etc. Mais surtout, je voulais pas me confiner juste au sport de combat et surtout pas qu'à ça, mais à traiter plein de sujets différents et pour pouvoir intéresser un maximum et surtout à utiliser le podcast comme une excuse pour pouvoir apprendre, pour pouvoir approfondir avec les gens, etc. Donc là, on reprend. C'est le premier de la saison 2021. Donc des petits réglages qui vont être faits, etc. Mais en tout cas, merci à vous. Merci de votre soutien malgré ces 11 mois. Ça fait 11 mois exactement. Et aujourd'hui, un invité particulier. C'est la famille. Vous m'avez déjà entendu dire ça avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est la famille. C'est mon frérot. Et une trajectoire particulière. Vous allez découvrir aujourd'hui, on a fait de la sécurité ensemble, maintenant il est hypnothérapeute, coach de vie, etc., pratiquant d'arts martiaux, champion, il était champion de kickboxing quand il était plus jeune, donc une trajectoire particulière. Donc on va faire plein de sujets qui vont s'entremêler, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à commenter, à liker et à nous proposer d'autres sujets pour les prochains. Comment ça va, Freddy? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va? Alors, pas trop stressé d'être là? Non, Non, stressé, non, c'est toujours intéressant. Je te remercie d'abord de m'inviter sur ce podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, que ce soit en podcast ou en réel. On a toujours des conversations qui sont très constructives et très diverses et variées, donc c'est toujours hyper intéressant. À chaque fois que je repars d'un moment que j'ai passé avec toi, je repars avec toujours une connaissance différente et un approfondissement des choses que j'avais pas en arrivant. Donc c'est toujours très très intéressant. Et du coup, donc là, tu t'es spécialisé dans l'hypnose, dans le coaching de vie, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a, pour la faire courte, qu'est-ce qui t'a ramené progressivement vers cette voie, vers le développement, vers le choix d'aider les autres, etc. Parce que souvent, souvent ce choix-là n'est pas anodin, ça a une origine. Tu vois, ça vient quelque chose. Et donc, ça vient d'où? En fait, déjà pour commencer, j'ai toujours. Enfin, ça fait très 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 longtemps que je suis attiré vers le développement personnel et le développement de soi. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au travers des arts martiaux et sports de combat en général, le développement de soi. Mais là, je voulais partir sur un petit peu. Enfin, j'amenais petit à petit à une sorte d'élévation de conscience. Alors, c'est pas vraiment le terme qui convient, mais au-delà de développer mon corps et mes capacités physiques et martiales et autres, j'avais envie de me développer personnellement moi-même, de développer mon esprit, tout simplement. Et c'est parti de toi, en fait, vraiment, où tu m'avais conseillé un livre qui s'appelle Le Secret, qui est sur la loi de l'attraction. Et je pense que c'est le premier livre que j'ai lu en entier d'un seul coup. Vraiment. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Ça a stagné à un moment donné, mais ça s'est jamais arrêté. J'ai toujours continué un petit peu d'essayer de fonctionner dans ce schéma-là, dans ce schéma de livre. Mais à ce moment-là, je m'étais pas vraiment ouvert à d'autres perspectives. J'étais resté un petit peu, pas bloqué, mais là-dessus. Donc, à un moment donné, il y a eu un déclencheur, certes. C'est ce que moi, dans le domaine thérapeutique, on va dire, je vais appeler un choc émotionnel. Bon, je ne vais pas étaler ma vie, hein, toi tu connais, mais je vais pas l'étaler. Mais il y a eu un choc émotionnel qui a fait que je me suis retrouvé seul. Et au lieu de me morfondre, et de me laisser, de m'auto-tirer vers le bas, de m'auto-saboter, j'en ai profité pour développer encore plus ça. En fait, je me suis dit, là, tu es seul, tu as du temps pour toi, fais pas n'importe quoi, fais pas le con, profites-en pour apprendre et évoluer. Et petit à petit, c'est ce que j'ai fait. Non seulement j'avais repris le sport, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Mine de rien, je pense que tous ces éléments sont liés en fait. Le mental et le sport, je pense que c'est extrêmement complémentaire.
Et donc j'avais repris le sport avec toi. Et petit à petit, je continuais mon cheminement d'évolution. J'arrêtais pas de lire, je continuais tout le temps à apprendre. J'ai travaillé dans des domaines qui faisaient en sorte que je doive apprendre, notamment le développement personnel. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est ma petite amie actuellement, qui était exactement dans ce même cheminement que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé et réconforté dans ça. Et à la base, j'étais parti complètement sur... ça n'avait rien à voir ce que je faisais. Je travaillais dans la viande à Rungis, j'étais dans la boucherie et tout ça, donc complètement rien à voir. Et petit à petit, je m'apercevais que j'étais plus à ma place, que j'avais plus rien à y faire, jusqu'au jour où je suis arrivé. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que je suis entouré par la mort. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je voyais les carcasses autour de moi et je me disais, je suis entouré par la mort. C'est pas possible, je peux pas rester ici. Donc j'ai pris de très gros risques. Je suis allé voir mon patron et je lui ai dit on s'arrête là. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'y avais quand même un tout petit peu réfléchi avant parce que bon, j'ai des enfants, il y a des conséquences derrière. Je venais d'acheter un appartement, donc ça se fait pas comme ça non plus. Mais j'ai envie de me dire que même si c'est en prenant des risques qu'on obtient ce qu'on veut, si on reste à procrastiner sur son canapé et à ruminer sur ce qu'on n'a pas, on l'obtiendra jamais en fait. Donc je me suis dit, si tu prends pas de risque, tu l'auras pas. En faisant un métier comme ça, on n'a pas la force physique et mentale, parce que je travaillais de nuit, à soulever des charges lourdes tout le temps, donc quand tu rentres, tu es fatigué, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et donc en fait, je me suis dit que je pouvais pas allier les deux. J'aurais pu, certes, mais ça aurait été extrêmement éprouvant. Et le but de toute façon était de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc je suis allé voir mon patron, j'ai pris rendez-vous avec lui, je lui ai dit que je voulais qu'on s'arrête là. Il a été très cool avec moi et au lieu de me faire démissionner, il m'a licencié pour que je puisse avoir des aides quand même un petit peu. Ce qui m'a permis derrière de me former, de faire toutes mes formations. Donc j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup de casquettes on va dire. Mais à la base j'étais parti vraiment sur le coaching. Et de fil en aiguille, un soir je suis tombé sur un webinaire sur l'hypnose ericksonienne. Et bizarrement, j'étais pas du tout attiré par ça. Et bizarrement, je me suis dit, pourquoi pas. Donc le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Ils m'ont tout bien expliqué. Et puis de là, j'ai entamé ma formation de praticien en hypnose ericksonienne. J'ai continué les formations de coaching. Donc j'ai fait coach PNL, programmation neurolinguistique pour ceux qui ne savent pas. Coach en PNL, coach en analyse transactionnelle, coach professionnel, coach personnel. Alors pas physique, toujours dans le développement du mental on va dire. Et hypnose ericksonienne. Et je suis en train de terminer une formation de psychothérapie. D'accord. Donc voilà. En fait c'est venu un petit peu grâce à toi. Et je t'en remercie. Mais parce que moi j'ai toujours lu plein de sujets. J'ai pas forcément approfondi tous ces sujets comme toi tu as pu le faire sur ce domaine. Mais effectivement, le secret, la loi de l'attraction, même si je m'en suis vraiment éloigné surtout les dernières années, tout ça, mais en tout cas ça a été une porte vers d'autres choses, tu vois. Ça a été une porte vers d'autres sujets. Et ce qui m'a impressionné, c'est que souvent on a des petites passions, des lubies et tout, mais on pousse pas à fond le truc, tu vois. Et toi, tu es resté dedans et là, maintenant, c'est ton métier. Il faut savoir que juste avant, là, cet après-midi, on a fait une séance et une séance d'hypnose et tout. Il a sa petite méthode, il a sa méthode, il a modifié des choses et voilà, il vient, en fait, il fait l'hypnose chez les gens. Et donc, il est venu, on a fait l'hypnose dans mon confort, etc. Et du coup, on se sent pas du tout oppressé, tout ça. Donc, on pourra parler de ta méthode après, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà ta personnalité, etc. Parce que je pense que le coach, le thérapeute ou la personne qui te suit, on doit se sentir bien avec elle. C'est essentiel. C'est essentiel. On pourra pas travailler avec quelqu'un si on n'est pas en confiance. Mais ça, c'est pareil avec tous, que ce soit thérapeute ou autre. Si tu vas voir un médecin, il peut avoir les meilleurs diplômes du monde. Si le mec, il te met pas le mec ou la meuf, bien sûr, s'il te met pas en confiance, si tu te sens pas à l'aise quand tu es devant lui,
Bah, tu iras une fois, mais tu ne retourneras pas le voir. Ouais, c'est clair. Tu iras voir un autre en fait. Et il y a toute une synchronicité. Après, c'est vrai que le thérapeute, tout ça, il peut synchroniser et tout, mais en tout cas, là, ça passe. En plus, on est amis de très longue date et tout, donc c'est top. Mais tu as une particularité que j'ai bien aimé, c'est ce storytelling, c'est ta manière de raconter l'histoire pour pouvoir atteindre un état de relaxation, la transe, tout ça, c'est chouette. Tu as une intonation qui est limite celle d'un conteur. Et c'est bien parce que moi j'aime bien lire, j'aime bien les romans de science-fiction, d'aventure et tout, de fiction, tout ça. Et cette voix, elle t'amène progressivement dans l'hypnose, donc dans la transe, ou en tout cas dans un état altéré, modifié de conscience. Tu me diras si C'est ça. mais avec. C'est une petite aventure en fait, tu as l'impression que tu pars pour une petite aventure et c'est intéressant, tu rentres dans un autre monde et tout. Et c'est plutôt chouette. Donc, voilà, c'était ce que j'ai pu dire. C'est pour ça qu'on a eu cette idée de podcast. C'était pas du tout prévu, anticipé. Mais en tout cas, voilà, on va s'y tenir, je vais m'y tenir, je vais essayer d'en faire plus souvent. Et voilà, et on est reparti. Mais au sujet de l'hypnose, je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir. Mais nous, on a taffé en sécurité ensemble. Ouais. D'accord. Voilà, c'était il y a une autre vie. C'était une autre vie, d'accord. Mais on rigole parce qu'on se souvient de choses. Voilà, il y a des trucs qu'on peut raconter, des trucs qu'on peut pas raconter. Exactement. Mais voilà, on a vu des choses pendant un moment. En fait, travailler en sécurité, ça nous a permis d'avoir un boulot. Ça nous a permis de nous cadrer, tout ça. Voilà, bon. C'est un cadre particulier, la sécurité. Et on salue tous les gens qui ont travaillé avec nous, les gens qu'on a pu rencontrer dans cette phase de notre vie et tout. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que cette phase de ta vie, moi, ça m'a marqué en tout cas. Moi, ça m'a marqué sur certains points. La sécurité? Ouais, le fait de taffer en sécu, en boîte, tout ça. Nous, on faisait portier, on a travaillé sur plein de trucs et tout. Est-ce que ça t'a marqué et dans ta personnalité d'abord? Est-ce que ça peut influencer d'une manière ou d'une autre ton travail? Pas forcément, je dis pas, mais dans ton empathie, dans ta sensibilité et tout ça. Est-ce que ça t'a modifié? Comment ça t'a modelé? Voilà, voilà, ça induire une réponse, mais quelle a été l'influence du taf en sécurité sur toi? Alors, il peut y avoir plusieurs étapes. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je dirais, là comme ça, sans approfondir le sujet, je dirais que d'avoir travaillé en sécurité, c'était une expérience. C'était une expérience alimentaire, parce que ça me permettait de manger. J'ai apprécié certains moments, j'en ai aimé moins. Enfin, il y en a que j'ai moins aimé. J'ai apprécié les personnes avec qui je travaillais, parce que c'est vrai qu'on était dans une équipe qui était relativement bon enfant et on s'entendait tous globalement bien. Il faut savoir que la plupart des gars, on s'entraînait ensemble dans un club, c'était des amis d'un club de sport, voilà, sans donner de nom, mais c'était... Voilà, on se connaissait déjà, donc forcément ça facilite un peu les choses. Maintenant, ce que ça m'a... Pourquoi je te dis ça? Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais il y a quand même... On ne parle pas avec les gens, mais on doit les lire. En sécurité. Voilà. On doit les lire, il y a un côté un petit peu PNL, tout ça. Bon, voilà, on va dire les bons points. Les bons points, et après on parlera peut-être un petit peu des mauvais points juste pour les anecdotes, mais les bons points. Les bons points, pas forcément positifs, mais en tout cas des modifications ou des apprentissages. Qu'est-ce que ça t'a donné? Est-ce que ça t'a fait évoluer? Voilà. Alors, les bons points, je dirais que le premier qui me vient à l'esprit comme ça, c'est un bon point, mais en même temps, on pourrait le mettre dans la case des mauvais points. Parce que ça m'a montré les coulisses, ce qu'on ne voit pas en coulisses. Quand la lumière s'allume à la fin de la soirée. Voilà, quand on est client de discothèque, de boîte ou de pub. Ça existe encore maintenant? Peut-être. Je ne suis plus jamais retourné en boîte des bah, moi non plus. Hein. Et ça m'a montré qu'il y a toujours deux facettes dans une chose. Donc ça, c'est le point positif, mais on peut le mettre dans le négatif parce que forcément, nous, ce qu'on a vu en travaillant dans ce genre de contexte, bah, c'est pas joli. Voilà. Il n'y avait pas que du joli, il n'y avait même pas beaucoup de joli, il faut dire la vérité. C'est un monde à part, il y a quand même très peu de joli et
c'est bien sans être bien, ça nous a rendu, je pense que tu es un petit peu comme moi là-dessus, ça nous a rendu encore plus méfiants de ce genre de truc. Parce que justement, on a vu l'envers du décor. On a vu ce qui se passe derrière, on a vu les coulisses et on sait. Maintenant, ça a été très enrichissant. Ça a été très enrichissant parce que à un certain moment, juste quand j'ai commencé à travailler avec toi là-dedans, euh, j'étais pas persuadé, mais je pensais que la meilleure façon de régler une histoire, c'était par la violence. Et au fur et à mesure, enfin pour moi ça a été le cas en tout cas, au fur et à mesure, ça m'a montré que il y a d'autres moyens de résoudre un conflit, même en discothèque. Euh, et en plus, on découvre aussi qu'il y a toujours deux versions, encore plus dans ce genre de contexte. Parce que si on voit une chose, euh, deux mecs qui se battent, ou un verre qui vole, ou un truc comme ça nous montre, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Oui d'accord, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé 30 secondes avant que je vois? Non, ça c'est très... Et il y en a très peu qui le font. En sécurité, il y a personne qui le fait. Et on le faisait pas. Hein. Moi le premier, hein. Je le faisais pas. Je voyais un mec jeter un verre, je l'attrapais, je le sortais. Je cherchais même pas à comprendre. Mais au bout d'un moment, je commençais après à parler avec eux. Les mecs, quand ils étaient en bas, je parlais avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Nanana, nanana. Là, on m'explique. Et là, tu te dis, bah, tu te mets à sa place d'un côté, tu te dis, bah, peut-être qu'il avait pas tort. Comment j'aurais réagi, moi, à ce moment-là? Donc, ça m'a développé un petit peu ce côté, cette part d'empathie. Et qui est extrêmement essentielle, surtout dans mon métier. C'est très important d'avoir de l'empathie, mais sans se laisser toucher. Donc je dirais que c'est un petit peu les bons points. Et puis ça m'a permis d'apprendre aussi à lire sur la réaction des gens, à pouvoir anticiper ce qui peut se passer par rapport au comportement de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et tu sais, quand tu parlais à chaque fois, passer un moment, quand j'ai arrêté la sécurité quelques années après, ou même j'en ai parlé dans un autre podcast une autre personne. Euh, Moi, ce que ça me faisait, c'était le rapport avec la violence. Souvent, je sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas, moi, dans mon éducation ou dans mon milieu, c'est vrai que on arrivait très vite aux mains. Tu vois, très vite aux mains, c'est normal, c'est banalisé. Tu vois, et très peu la communication. Donc, être très vite sur la défensive. Et nous, pendant qu'on a fait de la sécurité, et beaucoup de personnes qui travaillent en sécu, c'est pas pour donner. En tout cas, on en a raconté pas mal, c'est que tu es facilement poussé vers, en plus par rapport à ton taf, par rapport à ta posture où tu as un grade, tu sais, ou si on te montre le mauvais exemple, très vite, ok, comme c'est toi qui sanctionne ou c'est toi qui fais la sécu, très vite tu peux être dans la répression tout de suite, c'est-à-dire, ah t'as fait une connerie, vas-y je vais te mettre une gifle ou alors je te sors, ou tu sais, tu peux en venir vite aux mains rapidement. Et au début, moi c'est ce que ça m'a fait. Tu sais, au bout d'un moment, j'arrivais là-bas, je savais que je me préparais pour la soirée. Tu vois? Je faisais pas. Et je me souviens, certains videurs, ils étaient là, ils se préparaient à la soirée. Donc... Et tu sais, t'avais un truc qui te gonfle l'ego, donc tu veux apparaître, parce que t'as le truc là, le videur et tout ça. Moi, j'étais plus petit, donc ça C'est ce que j'allais dire. Sans compter que nous deux, en plus, on n'a pas des physiques. On n'avait pas les physiques, tu sais, Voilà. voilà. Mais encore, moi, t'es petit et tout. Souvent, j'avais des histoires, tu vois. Et donc, j'étais encore pire que ça. Je pouvais pas porter les mecs. Donc, c'est. Putain, le nombre de. Vas-y, on va pas le dire là à la caméra, mais Non. bon. Ce qui reste à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à bon, Vegas. Là, j'ai fait c'était plus de la self-défense, c'était de la self-offense. Mais bon, bref, et tu sais, je regrette vachement certains trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce à cette période, j'ai passé le cap de la plupart beaucoup d'hommes, ils voient la violence comme tu sais, c'est à celui qui a la plus grosse, c'est comme ça que tu t'exprimes, c'est comme ça que tu prends ta place, c'est comme ça que tu deviens dominant, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tellement on en a vu pendant cette période, parce que franchement, voilà, et tout, avec tous les trucs, les gens, la drogue, enfin bref, même des armes, des trucs comme ça, les mecs, en fait, pas de nous, pas de notre part, mais des gens en face et tout, on a pu voir que au final, c'était qu'une illusion tout ça. Tu vois, ce truc d'ego où celui qui a la plus grosse, le plus violent, le plus fou, etc. Et beaucoup de gens, ils voient encore comme ça. Moi, ça me rappelle quand j'ai travaillé en prison. Tu sais, quand tu rentres, et je donnais des cours de sport de combat grâce à mon entraîneur Freddy Lépine, qui a travaillé longtemps là-bas. Tu sais, j'avais une vision des gens, des voyous, de la cité, des trucs comme ça, où je me disais, ouais, c'est le gangster, etc. C'est celui le plus chaud, c'est le plus violent, nanana et tout. Et en fait, j'ai vu que tout ça, c'était complètement artificiel. Tu vois?
complètement. C'est pas comme dans la nature où genre le lion le plus fort c'est le mâle dominant, c'est pas du tout ça. Et encore, Et puis Donald, surtout, il se fait détrôner. voilà, il se fait détrôner. Nous, dans la société, dans les hommes, etc., la société actuelle, il y a plein d'autres qualités qui font qu'en fait, il n'y a pas de dominant à dominer. Tu vois, moi j'avais cette notion-là, genre le plus fort c'est lui. Et puis c'est lui qui domine, ou le plus riche, ou le plus intelligent, ou le plus, celui qui a le plus. En fait, c'est pas ça. Grâce ça m'a donné un dégoût de cette forme de hiérarchie, tu vois, par la force, par le pouvoir, etc. Ou par la terreur et tout. Et donc ça m'a donné envie de. Ça m'a appris un terme qui est l'équanimité, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Exactement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou je vais en venir, je sais pas si les gens ils vont comprendre. Et ça m'a donné. Je me suis rendu compte et je l'ai rapporté sur les sports de combat. Souvent, beaucoup de combattants se voient au-dessus des autres. On est combattant, c'est une caste à part. Non, ça n'a rien à voir. T'en as qui se lèvent à 4 heures du matin, le boulanger, pour travailler toute la journée, tenir sa boîte et tout. Lui, il est chaud aussi. Enfin, lui, il excelle dans son truc. Donc, tu vois, on est tous au même niveau. Tout le monde au même niveau. Même celui qui a rien, il a toujours quelque chose, etc. Et même, en fait, c'est même pas le fait. C'est juste le fait juste le fait d'être, on est au même niveau. Et moi, bizarrement, la sécurité, ça m'a fait. Au début, j'ai eu un gros dégoût. Et puis après, j'ai pensé, il y a eu une maturation de ces choses-là. Et ça m'a permis de. Ça a mis beaucoup de temps. Mais ça m'a permis de comprendre ce que ça m'avait appris. Tu vois, de voir que tout le monde avait des défauts, tout le monde des faiblesses et des qualités. Et qu'on était, même quand une personne elle a des défauts extrêmement graves, en fait, on est tous pas loin d'elle. On est très proche de cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut tous être ce mec qui dérape et qui boit un coup et qui fait l'acte. On est tous, tu sais, qui fait la connerie, tu vois. Après, il y a des actes qui sont tellement gros que c'est quand même des minorités. Mais quand même, il y a des théories qui disent qu'on est tous des psychopathes en puissance cachée, etc. Tu vois? On a tous une part de psychopathe en nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on a tous une part d'ombre. Ouais. Tout comme on peut être bon. Enfin, c'est le propre de l'homme en fait. C'est le propre de l'humain, de l'être humain. On est capable du meilleur comme on est capable du pire. C'est un lieu commun, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, tu te rends compte on est tous pareils en fait. Mais autant on a. C'est ça qui est fascinant, et moi c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tourné vers la compréhension du cerveau humain. C'est que notre cerveau a tous la même forme, on a tous la même forme de cerveau, mais chaque cerveau est unique, il est différent. Et pourtant tout se ressemble. On est tous bons et tous mauvais. Tu peux faire des choses qui vont te paraître bonnes, pour moi ça va me paraître mauvais, et vice versa. C'est la compréhension de ces choses-là. Quelle est la limite entre le bien et le mal? Qui est-ce qui définit cette limite entre le bien et le mal? Si toi tu vas faire quelque chose de mal, peu importe, je sais pas, si tu vas voler une pomme, moi je vais te dire que c'est mal. Toi tu avais faim, tu vas penser que c'était bien, parce que tu avais faim. Quelle est la limite entre ça? En fait, c'est les normes de notre société. Désolé, la chaîne qui grimpe. C'est les normes de notre société, nos règles qui sont culturelles, on en parle très souvent, spirituelles, elles peuvent être religieuses. Elles peuvent être. Il y a plein de formes de règles qui définissent nos notions du bien et du mal, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est très délicat et c'est très spécifique à un milieu, à un moment aussi, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai que. C'est pour ça que cette compréhension-là, je pense, c'est pas pour toi, mais le fait de comprendre que tout dépend en fait, tout dépend de la situation. Le jugement, il doit être spécifique à la situation donnée. Même si je pense que pour qu'une société tienne, on le sait, il faut quand même qu'il y ait des piliers qui tiennent. Et c'est marrant parce que ces piliers, ces grandes règles, on les retrouve dans la plupart des religions. Ne pas tuer, ne pas convoiter la femme la propriété de son prochain, la propriété c'est pas la femme. Ne pas commettre l'adultère, toutes ces règles là, tu vois. On les retrouve dans plein, que ce soit dans le zoroastrisme, dans toutes les cultures, dans plein de religions, dans plein de coutumes, dans plein de livres, tout ça. On retrouve ces bases-là, ces piliers. Tu vois, dans certaines religions, on parle ça de piliers, d'autres des principes, d'autres des préceptes, d'autres des. Tu vois, mais c'est toujours la même chose. Et en fait, il y a ces grands piliers qu'il faut respecter parce que sinon, on tombe vite dans du chaotique, tu vois. Mais c'est vrai que à l'échelle de la nature, à l'échelle
bah, si tu vis tout seul dans les bois, tu n'as pas besoin de respecter ces règles-là. Tu t'en fiches. Donc la notion du bien et du mal, elle est relative. Voilà, c'est ce que je cherchais. Mais bien sûr, la notion du bien et du mal, elle est toujours relative. Et même par rapport aux sociétés, tout ça, on pourra dire ce qu'on veut. La notion du bien et du mal, c'est à l'interprétation de chacun. Alors, on va être d'accord sur plein de sujets qui peuvent paraître mauvais. Faut pas tuer. Mais par exemple, prends. T'as des pays qui sont polygames, ou des Voilà. femmes, elles peuvent avoir plusieurs maris. Par Mais, exemple, certaines bien sûr. tribus, les enfants ils sont élevés par tout le monde. Bien sûr. Et pourquoi ça serait moins bien? Il y a pas, c'est pas moins bien. Tu vois ce c'est que pas je veux notre dire? culture. Ouais. C'est tout. C'est comme la prostitution. Hmm. En France, la prostitution, c'est mal vu, c'est tabou, c'est mal, c'est tout ce que tu veux. Mais tu prends des pays qui sont dans l'Europe, c'est normal. Ça fait partie de la culture. C'est organisé carrément. C'est organisé, un travail. c'est un Après, travail. bon, c'est l'exploitation de la personne qui est différente et Voilà. pourquoi la personne elle le fait, dans quel cadre, etc., qui peuvent être discutables, tu vois. Mais ça, c'est pareil. C'est un débat qui peut être hyper intéressant parce qu'on s'attarde sur ça. On se dit pas simplement, bah peut-être que la personne elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. non, ce que je veux dire, c'est pourquoi la personne elle le fait si quelqu'un le lui impose. Ah oui, Il d'accord. l'exploite, c'est ça que je veux dire. D'accord, oui. Oui, alors ça, il y a encore un autre problème. C'est encore autre chose. On peut dire que dans certains pays, c'est pareil. L'exploitation d'une personne, c'est considéré comme normal. Ouais, mais alors, et donc là, à quel moment, tu vois, tu touches un truc, c'est super intéressant. On en revenait à l'utilisation de la violence. Toi, comment on a vu des gens qui, pour une parole, ils pouvaient te piétiner et on l'a vu, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et voilà, tu vois, et heureusement, on est intervenu, on n'a pas laissé, mais en tout cas, on a vu ça. Bien Tu sûr. vois, on a vu ça. Et pourtant, c'était en France. Donc, tous ces, tu vois, ces valeurs comme ça, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle fait le choix de... Moi, je me pose souvent cette question. Elle fait le choix d'avoir telle ou telle limite, telle ou telle valeur, tel ou tel principe. Et voilà, c'est ça, là, tu vois. Alors, bien souvent, ça va être lié à ton éducation. Tes valeurs, tes principes et Ton expérience, ta vie aussi. Et voilà, mais de base, ça part de ton éducation. On reproduit, nos parents nous ont éduqués d'une certaine façon en nous inculquant certains systèmes de valeurs ou croyances. Hein. Et déjà, on part avec cette base-là. Ensuite, c'est avec l'expérience qu'on va la modifier et l'adapter à nous. Ça peut marcher dans un sens, mais ça peut marcher dans l'autre. On peut soit partir dans le sens où on était très violent quand on était ado parce qu'on a connu que ça pour X ou Y raison. Hein. Attention, je ne suis en aucun cas en train de dire qu'on a été battu par nos parents quand on était enfant. Mais voilà, nous, moi à mon époque, personnellement, si je répondais à ma mère, il n'y avait pas de t'es privé de dessert, tu vas au coin. Je prenais une baffe dans ma tronche et puis voilà. Donc d'un certain côté, pour beaucoup de personnes, la résolution de conflits était réglée par ça, par la violence, parce que eux, on nous a éduqués comme ça. Après, on avait le choix. Quand on arrive à l'âge de conscience, de compréhension des choses, où on sait, où on commence vraiment à comprendre, vers l'adolescence, on a le choix. Soit on s'éduque, parce que c'est de l'éducation, on s'auto-éduque, soit on continue sur le mais même ça chemin. demande une conscience. Ça demande une conscience parce que, par exemple, je parle pour mon cas parce que je dis moi, c'est pas pour me mettre en avant du tout, c'est parce que comme ça je peux parler d'un exemple que je connais. C'est clair, je sais de quoi, je vois de quoi je parle. Parce que si je parle de quelqu'un d'autre, je sais pas son vécu, comme on a dit tout à l'heure, tout est relatif. Pour moi, j'allais dans un endroit, je me disais déjà, et je sais que il y a plein de gens qui peuvent écouter ça, qui vont se reconnaître là-dedans. C'est sûr. Et qui vont dire, je vais quelque part, lui, comment je pourrais le battre? Tu vois ce que je veux dire? Lui, comment je pourrais le battre? Si on se battait, comment je pourrais faire? Surtout dans un endroit que tu connais pas, tu vois? Ça, c'est l'instinct de survie. Non, parce que, ouais, mais on n'est plus dans la survie, on est en société, on n'est plus dans la survie. Mais ça, c'est ancré dans notre code ADN. Non, je suis pas sûr. C'est dans nos gènes. On reste en tout et pour tout. On reste des animaux. Tu crois que tout le monde est comme ça? On a tous à un moment donné quand tu vas dans un nouveau lieu, dans un nouveau truc. Non, moi je me suis éloigné. En fait, je pense qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que tu
bizarrement, le fait de faire des arts martiaux, des sports de combat, d'avoir été aussi proche de cette violence qu'on a pu voir après en voyageant, en étant au Brésil, habitant au Brésil, même à Miami et tout ça, tu sais, c'est toujours pareil. La plupart des choses, on fait plein de digressions là aujourd'hui, mais c'est cool. Euh, pour connaître un sujet, au début on ne le connaît pas bien. Ensuite, on est au début de ce sujet, on a plein d'a priori, etc. Ensuite, on l'étudie dans tous les sens, on retourne le Rubik's Cube dans tous les sens. Ensuite, on laisse. Ouais. On laisse infuser. Et une fois qu'on laisse infuser, c'est là que la connaissance vient. Et il y a plein de scientifiques, plein de scientifiques, de philosophes, d'écrivains, etc. qui utilisent cette méthode-là. Tu vois, là, une sorte de saturation cognitive, et ensuite ils laissent, et là, ça ressort. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la violence, avec la confrontation, la violence, etc. J'ai été dedans fortement, sans commettre l'irréparable, loin de là, hein, mais tu sais, bagarreur, etc. et tout. Après, avec la sécurité, tout ça, tu as connu cette époque et tout. Et puis après, progressivement, les sports de combat, etc. Et après, progressivement, s'en éloigner, comprendre ça, savoir ça, mais dompter un peu ce cheval-là, tu sais, cette émotion et tout ça, et puis savoir l'utiliser à quel moment, etc. Et aussi, voilà, ne plus être, que ça soit plus associé, comme tu dis, au côté égoïstique et égocentrique qui réagit tout de suite. C'est-à-dire, il y a une action, tout de suite, je réagis par ça. Maintenant, j'ai d'autres couleurs à mon arc. Maintenant, je peux réagir par la parole, je peux réagir par le fait de partir, tu vois. En fait, ça ne me touche plus, je me sens plus menacé par certaines situations qui avant, ou alors me rabaisser, ou d'autres qui pourraient me faire douter. Maintenant, je réagis d'une autre manière, tu vois. Et avant, si j'avais entendu quelqu'un parler comme ça, j'aurais dit, ouais, ça, il n'est pas trop confiance en lui, il est un peu faible et tout ça. Ouais, mais c'est justement, moi maintenant, là, je t'entends parler, je pense que tu as encore plus confiance en toi qu'avant. Oui, voilà, c'est ça. Mais avant, quand on me le disait, il y a un moment, j'étais pas d'accord avec ça. Je disais, ouais, mais au fond, il dit ça parce qu'il sait. Mais en fait, on s'en fout maintenant. Mais de pouvoir dominer, de pouvoir battre quelqu'un ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est plus le moment. C'est plus le moment. On est dans notre société, c'est plus comme ça. Mais non, ça fonctionne plus. Et honnêtement, on s'en fout complètement. Bah, bien sûr. Ça apporterait quoi à qui, en fait? Rien. À part à notre ego qui va être flatté 5 minutes ça. Et puis après ça va être terminé. Mais tu sais que moi, je connais plein de combattants qui sont encore dans ce serpent, cet Ouroboros là, ce serpent qui se mord la queue comme ça tout le temps, de domination. Et donc, mais il n'y a pas que dans la violence, il n'y a pas que des combattants, il y en a d'autres, il y a plein d'autres trucs, tu vois. Bien sûr, il y a sur tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est toujours pareil, mais. Et ouais, donc la sécurité, moi, ça m'a donné ça. Toi, ça t'a pas fait ça non plus? Oui, au bout d'un moment, je m'en foutais de savoir qui était le plus fort en fait. Et tant que ce qui m'importait et ce qui m'importe toujours aujourd'hui, c'est juste de bien faire mon travail. Peu importe ce que c'est, la sécurité, c'était mon boulot et j'essayais en tout cas de toujours bien le faire. Alors j'ai pas toujours pris les bonnes décisions, c'est vrai. Je vais pas, mais je reste un être humain. J'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Mais par contre, je pense que ça m'a montré exactement ce que je ne voulais plus. Ouais, moi aussi. Voilà. En fait, si je devais raconter l'expérience de la sécurité, la finalité serait, ça m'a montré exactement ce que je voulais plus. Tu sais, j'aurais voulu travailler. Enfin bref, j'aurais voulu. Parce que parfois j'ai rencontré certains mecs de sécurité, c'était pas de la sécurité qu'ils faisaient, c'était de l'insécurité. Oh oui. Parfois, c'était un prétexte pour eux de faire de la sécu pour exprimer leur côté dominateur. Bien et sûr. tout ça, tu vois. Mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui, dans plein de tafs différents. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais bon. Alors que j'ai l'impression d'être tellement loin de cette époque-là. Ah, mais il y a une autre vie. Et c'est ça qui est intéressant, encore une fois. La sécurité, nous en France, on la voit comme ça. Et elle est comme ça. Elle est faite de violence, en fait. Limite, t'as pas besoin de CV tant que tu sais boxer. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Tu prends. Il me semble que c'était toi qui m'avais raconté comment ça se passait la sécurité au Brésil. Pourtant, le Brésil, c'est un pays. Dans l'imaginaire des gens, je sais pas. Mais dans l'imaginaire des gens, le Brésil, c'est un pays très violent. C'est un pays, tu rigoles pas avec les gens là-bas. Ça peut très vite dégénérer. Et pourtant, si je me rappelle bien de ce que tu m'as raconté, la sécurité n'a strictement rien à voir là-bas. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. Quand j'ai fait des petites sessions pour gagner des thunes là-bas, j'ai travaillé là-bas.
c'est organisé différemment. C'est vrai, parce que les gens là-bas, ils savent que la violence, ça peut déraper très très vite. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils ont une autre organisation. Mais après, je pense que il y a des exemples et des contre-exemples. Donc je pense pas que c'est partout pareil. Au Brésil, c'est vrai que déjà la culture est différente, le nombre de personnes, la concentration des gens dans les villes, par exemple de Rio, je ne vais pas dire tout le Brésil, je connais bien Rio, d'accord? Ouais. L'état de Rio, la ville de Rio. Tout le Brésil, c'est 16 fois la France, c'est difficile de généraliser. Mais en tout cas, pour Rio, c'est vrai que les endroits où j'ai travaillé, il y avait beaucoup de violence qui pouvaient. J'ai vu un mec se faire couper l'avant-bras, je t'avais raconté sur la plage et tout, lors d'un concert. Mais l'organisation était différente. En fait, comme ils savent que ça peut déraper à n'importe quel moment, moi, les gens avec qui j'ai travaillé, je me suis rendu compte qu'ils avaient une vraie organisation, ils travaillaient en groupe, un peu comme des militaires, tu vois, qui travailleraient tous ensemble. Nous, où on travaillait, c'était un petit peu des. Enfin, parfois, avec certains groupes avec qui on a pu travailler, c'était un peu des loups solitaires qui travaillaient tous ensemble, une meute de hyènes, tu vois, un peu. Voilà. Et voilà, en fait, encore une fois, la formation et le test, moi je pense que quelqu'un qui fait de la sécurité doit avoir des tests psychologiques poussés, casier, tests psychologiques et aussi une formation adéquate. C'est-à-dire comment tenir, comment sécuriser un endroit, qu'est-ce que sécuriser, aussi une formation dans la communication, que ça soit le premier outil, tu vois, et que les équipes soient bien choisies. Ça devrait être contrôlé comme ça parce que après, je sais pas comment c'est maintenant. Peut-être qu'on dit des hérésies, maintenant c'est comme ça. Je sais pas. Ça m'étonnerait quand même que tous les endroits soient comme ça. En tout cas, dans les boîtes de nuit, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était pas. Il y a plein de videurs qui font leur taf bien. Je pense que c'est même à la majorité. Mais il y en a quelques-uns qui abusent un peu, on va dire. Bah oui, mais après, c'est comme partout. Mais des fois, je me demande pourquoi je suis rentré dans ce boulot-là. Est-ce que c'était pas mon ego qui m'a poussé? Il y a un peu de ça. Il y a de l'ego de te dire, ouais, je suis portier. Mais en même temps, c'est bien aussi de travailler là. Tu travailles le soir, la journée, tu peux te reposer. Voilà, c'est ça. Il y a du bon et du mauvais. Mais on parlait de l'instinct de survie tout à l'heure. Moi, je pars du principe que quand on est en train de travailler, et je vais parler un peu crûment et je m'en excuse, mais quand on est en train de travailler dans un domaine de sécurité ou autre, on est là pour sécuriser, d'accord? Et malheureusement, beaucoup de portiers sont là pour casser des gueules. Ouais, ça, alors, tu vas... Et moi, c'est ça que je trouve... C'est ça que je trouve dingue, en fait. Tu te dis, tu es là, tu fais juste ton boulot, et tu es prêt à mettre la vie des gens en danger pour ton boulot. Et pour ton ego. Un mec qui va se prendre une droite, par exemple, il est capable, alors qu'il sait qu'il peut immobiliser quelqu'un et tout ça. Bien sûr. Il va le piétiner, il va le jeter par terre et lui sauter dessus. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire ton ego. Mais quand tu auras passé 30 ans de prison. Et puis même quand le gars, même pas ça, le gars, et si tu quel état? Ouais, voilà, enfin bref. C'est vrai qu'il y a cet état-là. En fait, c'est pour ça que des tests, etc. Après, je sais qu'il y a plein de gars que ça peut être leur passion, ça peut être leur vocation. Ah bah oui, et que, voilà. Mais je pense que comme tout métier, mais surtout les métiers qui sont un petit peu de sécurité, de sûreté, etc., il doit y avoir des vraies qualifications. Je pense que c'est indispensable, en fait. Je pense que, voilà. Même si je pense qu'il faut bien le mettre en place. Il y a déjà des trucs. Nous, ils demandaient déjà des papiers, des trucs, des machins, où j'avais pu valider des heures, des diplômes et tout, mais des CQP, tout ça. Mais ouais, c'est un taf particulier comme celui de tout ce qui est dans la sécurité, tout ce qui est dans le fait de gérer des comportements ou des endroits. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, ça c'était les côtés un petit peu négatifs, les côtés positifs on les a dit. Et donc, est-ce que tout ça aujourd'hui, ça fait partie de ton bagage? Ça t'a donné une certaine sensibilité différente? Ah oui, complètement, ouais. Oui, bien sûr. Bah, comme je te disais tout à l'heure, l'empathie. C'est important d'avoir de l'empathie en fait et d'essayer, en tout cas pour moi, et d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Est-ce que tu penses qu'un coach de vie qui a une vie où il n'a pas été dans les extrêmes, comme ce qu'on a pu voir, nous, tu vois? Au niveau violence, tu veux dire? Ouais, je veux dire, tout, non, même parce que quand même, quand on a vu, de par ce taf, tu vois, même si c'est un contexte particulier, tu vois quand même une grande variante. Quelqu'un qui va, moi je me pose toujours cette question, tu vois, tu vas être psychothérapeute, tu vas voir plein de gens, mais toute ta vie tu as été à la fac et tout, tu as été dans un petit cocon. Ouais. Tu as appris le théorique, tu vas traiter des gens, tu vas aider des gens. D'un autre côté, tu fais la même formation, sauf que dans ta vie,
tu as connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le pire et le mieux. D'accord? Est-ce que cette personne qui aura connu le pire et le mieux, elle n'aura pas quand même, elle n'aura pas quand même une connaissance, une compréhension et une sorte d'articulation mentale pour comprendre les gens un peu plus facilement que quelqu'un qui l'a fait que théoriquement en suivant une méthode? Ah bah complètement. À partir du moment où tu as vécu l'expérience. Pas pour dire que ce professionnel va être mieux qu'un autre. Ah non, 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 mais, il ne sera pas plus mais compétent. Ça sera une approche peut-être différente, voilà. peut-être un peu plus... le fait de ne pas avoir vécu telle ou telle expérience ne fait pas que tu sois plus compétent qu'un autre. C'est vrai que tu as plus... t'as plus d'empathie en fait et tu comprends mieux le ressenti parce que c'est extrêmement difficile pour nous, les coachs hypno ou autres thérapeutes, de se mettre pas dans la peau parce que c'est pas ce qu'on cherche vraiment à faire, mais d'avoir la compréhension du mal-être. Mais si j'ai pas vécu moi-même cette chose-là, ma compréhension sera différente en fait. Tu vois, si par exemple j'ai jamais vécu de rupture amoureuse douloureuse qui m'a vraiment fait mal, comment est-ce que objectivement je peux comprendre quelqu'un qui souffre de cette rupture? Donc la question que pose ce constat ou alors ce questionnement, c'est est-ce qu'il est possible, là on va parler de tout ce qui est développement personnel, coaching de vie, hypnose, tout ce qui est des sciences un peu qui traitent l'esprit humain, le mental, thérapeutique, voilà. Est-ce que il est possible, sans avoir vécu une situation, d'aider quelqu'un qui est dans une certaine situation? Parce que regarde, je vais dire un exemple simple, tu n'es pas obligé de... Si tu t'as pas subi je vais dire un viol par exemple, et tu as quelqu'un qui vient et qui parle d'un viol, parce que je vais dans l'extrême exprès pour illustrer. Oui, bien sûr. Je m'excuse d'ailleurs de donner cet exemple-là, mais c'est vraiment pour illustrer, c'est pas très joli, mais voilà. Et on va dire, où tu n'as jamais subi d'agression, mais quelqu'un est traumatisé par les agressions. Est-ce que comment l'aider? Comment tu fais pour prendre sa place? Tu veux pas prendre sa place, je sais, mais comment utiliser le bon langage? Comment je sais pas si on peut dire synchroniser, mais comment comprendre la personne et l'aider au mieux sans avoir vécu ce qu'elle a vécu? Dans un premier temps, je dirais écouter. Pas entendre, écouter. Parce qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter. Écouter. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Exactement. Lupin. Et très 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 bonne série d'ailleurs. Au passage, petit placement publicitaire. Même pas placement publicitaire, c'est eux. C'est nous qui leur faisons de la pub. Non, mais déjà dans un premier temps, il faut apprendre à écouter. Mais quand je dis écouter, c'est pas simplement je t'écoute. C'est j'essaye mentalement de comprendre ce que cette personne a pu ressentir. C'est tout un tas de méthodes en fait. C'est une méthodologie qu'on apprend au fur et à mesure de nos formations. C'est pas concrètement se mettre à la place de la personne, mais c'est d'essayer de s'imaginer vivre ça pour mieux le comprendre. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, les autres thérapeutes, et peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je procède en tout cas. J'essaye vraiment de me mettre à la place de la personne, mais je garde un petit peu cette barrière protectrice pour pas que ça m'atteigne trop. Parce qu'on entend des trucs qui peuvent être vraiment très très durs, notamment un viol. Quand quelqu'un vient te dire que elle s'est fait violer, faut que tu essayes de t'ajuster à la personne en fait. Tu vas pas lui taper un grand sourire et lui dire alors, c'était comment? Non, tu peux pas. Mais il y a tout un tas de... Mais oui, tu peux aider... en n'ayant pas vécu la situation, tu peux quand même aider. Tu as quand même la méthodologie, la théorie et l'empathie, la compréhension, tout ça. De toute façon, pour être un bon coach de vie, il faut avoir de l'empathie. Il ne faut pas chercher à comprendre plus loin. Si tu n'as pas d'empathie, tu seras jamais si tu t'en bats les couilles de ce que les gens te racontent, tu seras jamais un bon coach. C'est ça que j'aime bien avec toi, parce que tu sais, des fois j'ai vu des thérapeutes et tout ça, c'était top, super connu et tout, mais ils étaient comme s'ils étaient dans une caste à part. Tu vois, j'avais l'impression qu'ils étaient dans une caste à part, qu'ils étaient dans leur caste, ils redescendaient pas. Ils avaient un peu une position haute. Souvent. Ça peut correspondre à certaines personnes, je pense que ça marche, mais avoir une position haute, tu
Tu vois, c'est dans les pédagogies modernes, j'ai appris ça en passant certains diplômes, mon BP, etc. Les pédagogies hautes sont pas toujours. Je pense que ça a sa place à certains moments, mais c'est pas une posture haute comme ça, c'est pas toujours le meilleur moyen. Et moi, je me sentais loin de ces gens-là. Quand ils me parlaient, je me disais, ils me donnent des conseils, mais ils sont pas trop, ils ressentent pas trop. Alors, je sais qu'il peut pas ressentir exactement, mais il y a trop de décalage entre ce qu'il dit. C'est comme si c'était mort la méthode, tu vois. Ouais, après, il y a des positions hein, en coaching. Hein. Il y a la position haute, la position basse, la position neutre. Moi, la position haute, je suis pas fan parce que c'est trop autoritaire pour moi. Et je pense que à ta place, ça m'aurait fait pareil. D'accord. Vraiment, si j'allais voir ces coachs-là, dès que tu es trop en position haute avec moi, la communication est rompue. Enfin, elle n'est pas rompue, mais la méthode ne fonctionnera pas. Je le sais d'entrée. Voilà. Mais ça a un peu marché pour certains. Mais bien sûr. Commencer, et puis peut-être des cycles. Certaines fois, tu es en position haute, d'autres des fois, j'imagine quoi. Bien sûr, il y en a beaucoup qui peuvent fonctionner comme ça. Après, ça peut être aussi se mettre en position haute à certains moments. Ça peut être aussi une manière de faire réagir la personne en face. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, voilà. Mais être constamment en position haute, alors qui est-ce que Tony Robbins Tony Robbins, par exemple, mondialement connu, qui fait un boulot formidable, il est tout le temps en position haute. Tout le temps, constamment, constamment, constamment. Et j'ai un petit peu de mal. Alors j'adore ce qu'il fait, j'adore ses méthodes, j'adore ce qu'il dit. Enfin, c'est pas que j'adore ses méthodes, c'est j'adore ce qu'il dit parce qu'il dit des choses qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement vraies. Par contre, je trouve que des fois, il se sert un petit peu trop de sa position haute. J'ai regardé un de ses séminaires une fois. Et il dit quand même à la meuf, prends ton téléphone, appelle ton mec et largue-le. Et le libre arbitre dans tout ça. En fait, t'en fais quoi? Il faut prendre en considération l'envie des gens. Le besoin, ce qu'il y a à traiter, ne va pas forcément avec l'envie. Alors, c'est intéressant ça. C'est pas parce que moi je vais estimer que cette méthode est la meilleure que toi tu as envie. Et de toute façon, si t'as pas envie, tu le feras pas. Donc, c'est à quoi ça sert de se mettre en position haute, de se mettre en position de je sais tout, toi tu sais pas, moi je suis coach et toi ceci. Si la méthode de la position haute ne fonctionne pas, ne t'attarde pas, ça sert à rien, change de méthode. Si tu me donnes un cours, quand tu m'entraînes, tu vois bien qu'à un moment donné, il y a peut-être certaines façons que tu vas avoir d'expliquer qui vont pas fonctionner, je vais pas comprendre le truc, tu vas me l'expliquer d'une autre manière, je vais l'apprendre. Bah là c'est exactement la même chose. Le principe est le même, ça reste du coaching. La position haute, je pense qu'elle en oublie ce que veut vraiment la personne. On ne doit pas aller à l'encontre de ce qu'elle veut. C'est ça ma question derrière, c'est comment tu fais pour, tu te mets à la place de la personne, tu vas comprendre la situation d'une certaine manière via le prisme de ton expérience, de ta logique, etc. Comment tu fais pour que ce que tu penses, ça ne s'adapte pas forcément à la personne, ce que tu ressens. Alors comment tu fais pour la guider sans tu sais, je t'avais déjà posé cette question-là. Comment ne pas dans ton accompagnement, tu ne donnes pas ton avis. Ouais, ton avis, et puis tu n'influences pas la personne sans le vouloir, tu vois. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant comme question parce qu'on a forcément envie, l'envie de donner son avis ou de donner un conseil. Alors, or, on n'est absolument pas là pour ça. Et je pense que la meilleure façon de parer à ça, c'est de poser des questions. Je pense, vraiment. Ça nous permet de se remettre focus sur le boulot, sur la thérapie qu'on est en train de faire, et en même temps de pas donner d'avis, en fait, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour donner un avis. Je suis pas là pour te dire que tu es trop musclé, ou que tu es trop gros, ou que tu es ceci, ou que tu es cela. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, le coaching, c'est l'art de poser des questions. C'est comme ça que je le définirais en une seule phrase. C'est l'art de poser des questions et l'hypnose, tu m'as dit, c'est l'art de raconter des histoires. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime bien les histoires. J'adore ça. Les métaphores, etc. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Bah, tant mieux. Et c'est ce qui fait que franchement, j'ai passé un bon moment. Bah, tant mieux. En fait, on a fait 15 minutes. Ça a duré 1 heure pratiquement. 55 minutes, 50 minutes. Et j'ai eu l'impression que ça dure 15 minutes. Et la seule fois où ça m'a fait ça, c'était j'ai fait des expériences avec des champignons. D'accord. Donc la psilocybine, je le dis. Hein. Voilà. Et ça amène des états de conscience modifiés. D'accord. J'aimerais bien parler avec un spécialiste de ça d'ailleurs. Donc on parle pas des drogues dures, etc. Je parle de psilocybine, de champignons, des trucs. Et moi, ça m'a aidé à passer certains caps. Et j'avais l'impression que 5 heures,
Ça a duré 10 minutes. Et là, ça m'a fait la même chose. C'est la première fois que ça m'a fait la même chose. Et surtout d'être bien, d'être en confiance, d'être chez moi, etc. Je ne sais pas les effets que ça va avoir sur ma vie. De toute façon, on va recommencer, on va continuer. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Je me suis senti comme si j'avais pris. Voilà, donc le matin, on prend sa douche, on se lave les dents, on se nettoie, on s'habille et tout ça. Ben souvent, notre mental, notre inconscient, conscient, etc., on ne nettoie pas ça, tu vois. On ne s'en prend pas forcément soin. On est plus spectateur, on laisse la vie nous. Et là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu pris soin de ça, tu vois. Ou d'avoir créé un peu d'espace, tu vois, dans tout ça, d'avoir remis un petit peu, de réorganiser, comme si j'avais rangé un peu tout ça. T'as lâché prise. Et au bout d'un moment, au bout de 15 minutes, donc avec l'histoire et tout ce que tu m'as, tu sais, ça avec ta méthode, etc., je me souviens pas de ce que tu as dit après. Pourtant, tu as parlé 45 minutes et je sais pas ce que tu as dit. Je me souviens pas, ça paraît fou, les gens ils vont pas me croire, ils vont dire ouais, c'est son pote, il raconte des trucs et tout. Et à la fin, il a fait à 3, tu t'ouvriras les yeux. Boum, j'ai ouvert les yeux. J'avais l'impression qu'il y avait eu l'histoire. Et ensuite, tout de suite, je me suis réveillé. Et là, en fait, il y a eu 45 minutes, je me souviens pas. Mais j'ai pas dormi par contre. Et ouais, c'est ouf. En fait, c'est pas que tu t'en souviens pas. C'est que t'as pas conscience de t'en souvenir. Ouais, voilà, peut-être. C'est ça la subtilité de la chose. Les impacts que ça va avoir sur ta vie, on le verra dans pas longtemps parce qu'il faut pas croire que on a cette image un petit peu de magicien. Moi, je suis pas Dumbledore, j'ai pas de baguette de sorcier et je règle pas les problèmes en une séance ou en un claquement de doigts, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, si vous tombez sur un hypno qui vous dit ça, moi en une seule séance, fuyez, charlatan. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Il faut déjà le temps que l'inconscient et le conscient comprennent ce qui s'est passé et que ça l'intègre et que ça l'assimile. Et globalement, il faut plusieurs séances pour un problème. Enfin, pour un problème. Je vais le dire comme ça. Mais voilà, tu auras besoin, de toute façon, on recommencera puisque ça ne se fait pas qu'en une seule séance. Alors, je ne vais pas dévoiler le pourquoi j'ai fait une séance parce qu'il y avait, on n'a pas fait une séance juste pour se dire on fait une séance. Il y avait quelque chose à traiter derrière. Ça ne nous regarde que nous. Donc voilà, vous en saurez pas plus. Et je ne dévoilerai rien, sauf pour un peu d'argent. Mais voilà, les séances d'hypnose, ça fonctionne comme ça en fait. J'en vois plein et malheureusement, je suis pas de cet avis-là. En tout cas, je vais dire c'est ma vérité à moi, comme j'aime bien dire. En une seule séance, j'en vois qui promettent d'arrêter le tabac en une seule séance. Alors je vais dire que oui, en sortant du cabinet, tu vas arrêter de fumer, mais ça va durer 3-4 jours. Et après, tu vas reprendre. Et c'est comme ça en fait. Il faut plusieurs séances pour que ton inconscient il intègre un nouveau programme en fait. On reprogramme un petit peu. Et c'est un petit peu comme je te disais tout à l'heure, de toute façon, si tu n'en as pas vraiment envie, ça ne marchera pas. D'accord. Je peux être le meilleur hypno du monde, je peux même m'appeler Milton Erickson, que si la personne en face que je vais traiter n'a pas envie, ne le veut pas vraiment, ça ne fonctionnera pas. Ok. Donc, on a fini pour ce premier épisode de 2021 avec Freddy Marinelli. Merci à toi, merci d'avoir accepté de faire ce podcast. Avec plaisir. On a parlé de plein de sujets, franchement c'est de la bombe, c'est super, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des questions en dessous, j'essaie de répondre à tout le monde. Vous pouvez retrouver Freddy sur Facebook, Insta, alors c'est Freddy Marinelli, Objectif Bonheur. Sinon j'ai le site, j'ai un site internet, objectifbonheurcoaching.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, vous pouvez venir me joindre sur mon Insta, sur mon Facebook ou par le site, je vous réponds avec plaisir. Donc n'hésitez pas, ou vous pouvez même passer par Johnny, il me transmettra. Ouais, je vous donnerai le contact, etc. De toute façon, en dessous la vidéo, je vais faire une fois qu'on a fini le montage et tout. Voilà. Maintenant, il y a plein de podcasts, je vois tout est nickel et tout. Nous, on va rester sur un format simple, intro, on parle, une conversation et outro. Et voilà. Donc, merci à toi. C'est moi qui te remercie. On va revenir, donc n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à lui poser des questions, il répond à tout le monde. Franchement, voilà, je vais pas faire la pub, c'est même pas pour le mettre en avant, c'était pour vraiment faire cette conversation, mais
même si vous n'avez pas de problème, juste le fait de faire, de l'entendre vous amener dans ces états de conscience modifiés, c'est hyper agréable. Franchement, c'est ouf. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Même sans. Voilà. Et ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça parce que je l'ai vu évoluer. Je l'ai connu. Notre rencontre dans un bus, on n'en parlera même pas, mais bon, voilà, et je le vois évoluer comme ça fait super, c'est aussi ça, donner des cours, c'est ça l'amitié, les rencontres avec les gens. Et grâce au podcast, c'est ce que c'est que je voudrais retrouver un petit peu, c'est parler avec des gens, approfondir sur des thèmes et pouvoir en faire, pouvoir utiliser un petit peu les réseaux et le peu de visibilité que je peux avoir pour partager ça. Si vous voulez écouter dans la voiture, si vous écoutez que 15 minutes, si, voilà, n'hésitez, ça peut, voilà, c'est toujours, c'est une manière un petit peu intelligente intelligente en tout cas, maligne d'utiliser les réseaux sociaux. Et, et ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas, abonnez-vous, envoyez vos messages. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner. On va pas faire comme tout le monde. Vous n'êtes même pas obligé de liker. Pas de problème. Bah, de toute façon, on est obligé de rien. Mais en tout cas, si vous avez des idées, des commentaires, etc., n'hésitez pas. On va tout traiter. Et puis je vous dis à la prochaine. On va faire ça la semaine prochaine sur la chaîne Running Knowledge. Was.